We already lost 15 minutes. So we ask Dr. Walid Ben Ali, great surgeon from Canada. Thank you very much for your support for cardiology in Tunisia. You will speak about the treatment of aortic stenosis in small annuli. You want français, ok. Donc ça va être en français, c'est plus simple. Donc Walid Ben Ali va nous parler du TAVI dans les anneaux de petite taille, et ce sur la lumière de l'étude SMART qui a été présentée il y a presque un an, qui s'est intéressée à l'implantation des TAVI chez les patients qui ont un petit anneau. J'ai le plaisir de modérer cette session avec deux grands cardiologues, à ma droite, professeur Dekel Hidb, et à ma gauche, professeur Sami Mourali. La parole est à vous, docteur Walid Ben Ali. Merci beaucoup, Nathan, pour l'introduction. Donc, c'est un symposium métronique sur l'étude SMART. Je vais essayer d'être rapide pour qu'on garde du temps pour la discussion qui est la plus importante, je pense, pour moi. Comme vous le savez tous, on va essayer de faire ça interactif plutôt que... il y avait beaucoup d'études qui montraient, des registres qui montraient que la plateforme self-expandable ou auto-expansible versus la plateforme à ballon était meilleure que la plateforme à ballon en termes de performance hémodynamique chez les petits anneaux. On avait beaucoup de données conflictuelles aussi dans la littérature sur l'impact des performances hémodynamiques sur la survie et les données à long terme. Beaucoup de monde pensait que c'était positif, d'autres ne montraient pas aucun impact. C'est pour cela que je pense cette étude a été mise en place, a été avec comme principal investigator Herman Howard et Didier Tchétché et Roxana Mehran. Roxana a beaucoup aidé parce que, comme vous le savez tous, les femmes ont été toujours sous-représentées dans les études. Donc, comme vous l'allez voir dans le design, on a essayé d'inclure 360 patients dans chaque groupe, mais on a fait une randomisation stratifiée par le site, mais aussi par le sexe. Donc, on s'est assuré d'avoir au moins 50% de la population féminine dans la cohorte, ce qui était très, très important. Et vous allez voir qu'on n'a pas été surpris, qu'on avait bien représenté la cohorte féminine, et je vous présenterai leurs données particulières. Donc, l'étude a été designée pour deux issues. Un premier issue clinique, où on a essayé de faire une non-infériorité. L'issue clinique, c'est un issue composite de mortalité AVC invalidant et une réhospitalisation pour l'insuffisance cardiaque. La deuxième issue qui était plus hémodynamique, de performance hémodynamique, et là, la compagnie a cherché d'y aller plus loin. Et je peux vous dire, pour avoir été dans cette étude-là, ils étaient très, très piqués surtout parce qu'ils se comparaient aux compétiteurs, donc il fallait que tout était parfait. Donc, on a mis une supériorité pour cette performance hémodynamique qui a été définie par ce qu'on appelle la dysfonction de la bioprothèse valvulaire. Beaucoup de définitions, et vous allez voir après que ça a été un problème pour cette étude-là parce qu'au moment du design, les VARC3 n'étaient pas publiés. Donc, on a essayé de jongler avec ces données-là et on a choisi ce qu'on appelle une dysfonction structurelle de la valve avec un gradient supérieur à 20, une dysfonction non structurelle, essentiellement les patient prosthesis mismatch, les PPM, et l'insuffisance aortique modérée au plus. On a mis la valve, la thrombose de valve, et là on a utilisé une ancienne définition, l'endocardique avec les critères de Duke et une réintervention aortique. 83 sites, incluant l'Institut de cardiologie de Montréal, ont participé dans cette étude dans 13 pays. Donc, on n'a pas pu randomiser 360 parce qu'on a perdu quelques patients, mais on a eu 361 dans le groupe Balloon Expandable et 355 dans le groupe Self-Expandable. Donc, je vous attire l'attention sur le female sex. C'est la première étude internationale dans le structurel où la femme a été majoritaire dans l'étude. Et c'est tout à fait normal parce qu'on a inclus des petits anneaux qui ont été définis par une aire sur le scanner inférieur à 430 mm². Donc,
les patients qui sont quand même pas trop malades. Le STS était à 3,3. Donc, pour les chirurgiens, je ne sais pas si on reste dans la salle, c'est des patients qui sont à risque modéré ou bas. Aucune différence entre les deux groupes. Si vous voyez maintenant les caractéristiques de ce qu'on a utilisé comme valve dans le cath lab, je vous attire l'attention sur la gauche. Vous avez quand même, je ne sais pas si le pointeur fonctionne, un tiers des valves qui étaient à 29. Un problème? Walid, tu as 5 cm de risque de tomber. Ah, parfait. C'est bon. Merci beaucoup. Et il y a 23, la majorité par contre des valves Sapien étaient dans la taille 23. C'est ce qui explique la différence de design entre les deux plateformes. On a eu ce qu'on appelle le device success dans 94% des cas versus 86% des cas dans la plateforme Balloon Expandable. Ça m'a surpris pour être honnête parce que faisant des Balloon Expandable d'habitude, c'est plus une procédure plus streamlinée qui est simple. Et si on voit les VARC 2, la différence est encore plus grande, mais je vous appelle de vous concentrer plutôt sur le VARC 3 qui est la nouvelle définition. Maintenant, allons-y rapidement aux résultats. Les résultats ont montré une non-infériorité du self-expandable, mais la compagnie est allée plus loin. Elle a essayé de voir s'il y avait une supériorité, mais il n'y en avait pas de supériorité. C'est une non-infériorité, 9,4 versus 10,6. C'est pas peu, hein? Quand vous voyez le breakdown, ce qu'on appelle le breakdown du composite, le all-cause mortality, c'est 5,1. On voit beaucoup dans les registres, c'est 1 et 2, mais la vraie vie, c'est ça. C'est ce que, moi, dans mon centre, la mortalité est à 1 à 2 %. C'est des gros centres. Mais ça montre aussi que dans les études, quand on prend des petits centres qui font des volumes à 30 et 20, malheureusement, il y a moins d'expertise. Et c'est ce qui rejoint le point qu'on a dit tout à l'heure, il faut monter des gros centres. Si on veut être performant, il faut montrer des gros centres. L'AVC, c'est 3 %, c'est ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. Et les hospitalisations à 12 mois, c'est quand même 4 versus 3. Toutes ces données sont, comme je vous disais, il n'y a pas de différence significative entre les deux. Allons-y à la beauté de la chose. Je pense que les gens qui font du TAVI s'attendaient un peu à ces résultats-là. Si on voit donc ce qu'on a dit, la dysfonction valvulaire, il y a 9,4 % dans le self-expandable versus 41 % dans le balloon expandable. Quand on voit qu'est-ce qui a drivé ça, ce qui a été drivé, c'est ce qu'on appelait les structural dysfunctions, les gradients supérieurs à 20. Moi, je n'ai pas eu une Sapien 23 qui n'avait pas un gradient supérieur à 20, pour être honnête. On parlera après parce que la Sapien a évolué aussi et on en parlera peut-être dans le sympo de demain. Avec la Résilia, on voit des nettes améliorations des résultats. Le non-structural, les ppm, regardez combien c'est, 3 fois plus de ppm. Ce qui est normal. Vous mettez une 23 versus une 26 ou 29, vous allez avoir des ppm. Le reste, il n'y avait pas de différence ni entre la réintervention, ni l'endocardite, ni la thrombose. On retrouve un peu les mêmes pour les échographistes ici dans la salle qui vont aimer les résultats. Donc, le gradient, ça va de soi. Si on a plus de ppm ou on a plus de structural dysfunction, on s'attend que le gradient est plus élevé pour le balloon expandable. L'EOA, il est nettement meilleur avec quand même un petit anneau, le sortir avec 1,9 d'EOA, c'est pas peu. C'est vraiment extraordinaire. Et je vous montre donc les résultats, on les a vus pour le moderate time severe ppm, c'est quasiment 3 fois plus avec le balloon expandable. Donc, le DVI, je ne sais pas si en Tunisie on rapporte le DVI dans les échos. Sachez que pour nous maintenant, moi je ne vois que le DVI. Quand j'ai une valve, je ne regarde que le DVI. Le gradient pour arrêter toutes les discussions entre self-expandable, balloon expandable, le DVI, ça élimine l'erreur du LVOT pour les échographistes qui sont là. Vous allez être surpris qu'un chirurgien parle LVOT et tout, mais ce qu'ils ont dit tout à l'heure dans la session précédente, pour être un bon structuraliste. Parlons maintenant des structuralistes, ni du chirurgien, ni des cardiologues, ni des échographistes. On est des structuralistes. Un structuraliste qui ne sait pas lire l'écho n'est pas un structuraliste. On va le faire assez simple. Donc, le DVI est nettement plus important dans le self-expandable. 0,63 est énorme. Moi, je suis un chirurgien. Les prothèses chirurgicales ne donnent pas plus que 0,3, 0,4 de DVI. Un être humain a 1.
Généralement, on sort à 0,3, 0,4 avec une valve chirurgicale. Qu'une valve TAVI sort avec 0,6, c'est énorme. C'est un gros message pour nous, les gens qui font du valvulaire à longueur de journée. Une autre surprise, et que, sincèrement, est difficile à expliquer, il y avait plus d'insuffisance aortique dans le groupe Balloon Expandable que le Balloon Self-Expandable. Ce n'est pas notre expérience de tous les jours. Donc, nous, en tant qu'investigateurs, on est revenu vers le Core Lab et on a demandé. En fait, c'est des 23. Tout le monde a essayé de les post-dilater un peu plus 1 pour donner le plus, et ils ont fait du centroprothétique, qui est paru ici. C'est très intéressant. Pour vous dire que les gens qui font du Sapien, faites attention. Si vous allez à plus 1, ça passe. Si vous allez à plus 2, sûr, vous allez créer de l'insuffisance aortique centroprothétique. C'est sûr et certain. Il n'y a pas de doute là-dessus. Faites attention sur ça. Les gens sont agressifs des voies pour chercher le maximum, mais sachez que plus 2, c'est une fuite centroprothétique à tous les coups. Bien évidemment, les 14% de la self-expandable sont plutôt paravalvulaires que centroprothétiques. Donc, on ne parle pas du même type d'insuffisance aortique. Donc, lisez le chiffre quand vous allez lire le papier, lisez-le avec un œil assez critique. Donc, si on voit maintenant les définitions, quand je dis la compagnie, c'est Medtronic qui a poussé l'étude, mais ils se sont comparés contre leurs compétiteurs. Donc, ils ont essayé d'élever la précision au maximum. Un gros défaut de cette étude-là, c'est la définition du Bioprosthesis Valve Dysfunction. Pourquoi? Parce qu'elle a été designée avant les VARC-3. Les VARC-3 sont arrivés, ils ont changé toute l'affaire. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle un post-hoc analysis. Ils ont essayé de chercher la data comme si on avait designé l'étude aujourd'hui avec VARC-3. Vous voyez, la différence est moindre. Hein? Tout à l'heure, on parlait de 3 fois plus. Là, on est à 7,4 versus 22,4. Je ne sais pas comment il fonctionne. Donc, 6,3 versus 7,4 pardon, versus 22,4. Et la différence est toujours significative, mais elle n'est pas aussi importante qu'avec le design de l'étude initiale. Un très bon point à garder en tête. Toutes les définitions, comme vous voyez, donnent une supériorité de la plateforme self-expandable versus balloon expandable. Ça semble se confirmer. Maintenant, chose très importante, ce que je dis, moi, à tous mes patients que je vois dans une clinique valvulaire, je ne vous traite pas pour la survie, je vous traite pour la qualité de vie. Et vous savez, dans les études tricuspides, c'est les études de qualité de vie qui ont montré une supériorité de device. Si les gens, et Greg Stone n'était pas intelligent à ajouter ces paramètres-là, on ne serait jamais à une étude positive qui est Triluminate. Sachez que tous les patients, moi je fais du triclip à longueur de journée. Je traite tous les patients avec des IT torrentielles. Je sors de la salle avec une IT 1 à 2 sur 4. IT à 0, c'est de la bullshit totale. C'est 1 à 2 sur 4, on sort. On les revoit dans 3 à 6 mois, ils sont tous à 3 sur 4. Pourquoi? Parce que les médecins référents arrêtent les diurétiques. Ils pensent que le patient est traité, ils arrêtent les diurétiques et il récidive. Par contre, le patient il va dire « Docteur, merci beaucoup, je vais nettement mieux ». Pourquoi? C'est la qualité de vie. Sachez qu'on traite les patients pour la qualité de vie, non pas pour la survie. Nous, c'est ça ce qu'on dit, c'est tous nos patients qui arrivent à notre clinique valvulaire, et c'est un souhait, installer des programmes valvulaires en Tunisie pour réussir. Installer des mini-unités valvulaires. Il y a une consultation valvulaire, il y a une hospice valvulaire, il y a un suivi valvulaire. Et c'est des joueurs. Cherchez votre chirurgien, cherchez votre cardiologue, cherchez votre imageur. C'est un core team de valvulaire. On ne parle que de valvulaire. J'ai arrêté de faire des pontages, je ne sais même pas comment ça se fait encore. C'est fini. Quand j'ai un pontage, je laisse le fellow opérer, il va opérer mieux que moi. Je ne sais plus faire. Donc, concentrez-vous sur le valvulaire. Ils ont essayé de faire, ça vient d'être publié au TCT, ils ont essayé de trouver des facteurs prédictifs de ce qu'ils ont vu sur la dysfonction de la valve. Bien sûr, le balloon expandable est sorti comme un facteur prédictif avec un odds ratio à 8. Mais ce qui est intéressant, c'est le aortic annulus area. On voit bien que la différence se fait essentiellement dans les très petits anneaux. Je ne sais pas si vous avez des patients comme ça en Tunisie, mais moi j'en vois. J'en vois des 260, 280 très fréquemment. C'est des vieilles madames italiennes qui viennent me voir, hyper obèses, et qui viennent avec 260, 280. Ça, c'est des patients qu'on traite avec une Sapien 20 d'habitude. Ce n'est pas des Sapien 23. Donc c'est là où la différence est très, très grande.
Après, la différence, elle se diminue quand on se rapproche du 430 de l'étude, qui est le borderline de petit anneau, ça devient quand même un 18,9. Maintenant, pour les femmes, on a essayé donc de chercher la sous-cohorte femme. Quand même, je tiens à féliciter les investigateurs. C'est 637 dames qui ont été mises dans cette étude, c'est extraordinaire. C'est la première fois que ça a été fait dans l'histoire des trials structurels à large. La différence est encore plus grande. Pour vous dire la vérité, nous, maintenant, dans notre centre, dès qu'il y a une femme avec un petit anneau, c'est une corvalve qui va y aller au niveau loot. Pour corvalve, c'est un peu vieux, là. À moins, malheureusement, l'accès coronaire. Nous, si c'est une jeune femme qui arrive, c'est sûr que l'accès coronaire reste problématique. Malgré que le Canada, mais aussi on est des pauvres vis-à-vis des États-Unis, on n'a pas le FX+, encore. Donc, on est en train de pousser nous-mêmes pour avoir le FX+, pour avoir des accès coronaires adéquats. Le FX+, pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est la Evolut FX, mais avec 4 diamants ouverts ensemble. On regarde les coronaires avec un système plus précis pour positionner ce trou-là en face de la coronaire pour faciliter aux cathétériseurs de réaccéder au coronaire dans l'avenir. La même chose en termes de données hémodynamiques, c'est nettement plus criard pour la femme, c'est quasiment 5 fois plus avec le ballon expandable et les données hémodynamiques échographiques le confirment. Patient prosthesis mismatch, c'est un gros débat. On peut en débattre jusqu'à demain avec des échographistes. Si on prend des gens comme Pibao, ils vont vous dire tout ce que vous calculez, c'est pas vrai pour les TAVI, c'est pas la même chose qu'une valve chirurgicale. On n'est même pas sûr que ça impacte la survie. Il y a des données qui disent que ça impacte la survie à 3 ans. Il y a des données qui n'impactent pas la survie à 3 ans. On va attendre. Ce que je veux attirer votre attention, et ça c'est très très important à voir, regardez l'image de droite. On a tous parlé que les résultats sont excellents en termes d'hémodynamie, mais regardez la NYHA. Les ballons expandables se comportent mieux. Et c'est tout ce que je vois à mon centre. On était le premier centre nord-américain dans l'étude SMART et le 3e centre mondial. J'en ai fait dans la randomisation 20 sapiens. Tous, ils ont un gradient supérieur à 20 et tous sont NYHA 1. Il y a quelque chose qui se passe qu'on ne comprend pas encore. Et c'est pour cela qu'on a demandé à la compagnie de faire une étude d'écho de stress. Parce qu'il faut bien le voir le patient en stress pour le voir comment il se comporte. Parce que s'il est au repos, ils vont tous bien malgré un gradient à 20. Ça va être ça qui va faire la différence de cette étude. Donc, je conclus pour laisser un peu de temps à la discussion. On était un peu en retard. C'est une belle étude, ça a été très bien fait. Première étude à inclure autant de femmes. C'est sûr qu'il y a une supériorité hémodynamique, mais qui ne se translate pas à la clinique à 1 an. Il faut attendre peut-être les 5 ans pour voir comment ça va se passer. Merci beaucoup pour votre attention et il me fera plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Walid. Je serais curieux de t'entendre demain dans le sympo d'Edwards. Ça va être aussi transparent que ouais. Avec Medtronic. Donc, merci beaucoup. C'était vraiment magistral comme d'habitude. Alors, ma question, par rapport à l'évaluation de la clinique et du gradient, est-ce que c'est l'écho de stress ou l'écho d'effort? Ben, nous, ce qu'on a demandé dans l'étude, c'est de faire l'écho bicycle écho. Donc, on va mettre tous les gens sur une bicyclette et on va faire une écho pour voir comment ils vont se comporter. Et on va réévaluer le patient à la descente du vélo pour voir quel NYHA il va avoir. Donc, mais malheureusement, comme c'est des sujets très vieux, je te dirais que moi, dans mon centre, on avait plus que 40 patients inclus, 38 patients inclus, on a eu juste 7 qui ont accepté de faire le vélo. Donc, c'est pas sûr je ne sais pas, pour le moment, je n'ai pas les données, combien on en aura, mais je pense qu'on va avoir de la misère pour sortir ces données-là. Bravo, Walid, encore une fois. On passe aux questions dans la salle avant, et après, on a quelques questions. Merci, docteur Benali, pour
pour le résumé de l'étude. Ben, je suis curieux quant au gradient. C'est un gradient hémodynamique, un gradient à l'écho, parce que dans la pratique courante, on trouve une discordance énorme entre le gradient hémodynamique au CATLAB et après l'écho fait après 24-48 heures, il y a un autre gradient. Oui. Il y a des phénomènes de restitution de pression, je pense, et même l'évaluation échographique du gradient après une prothèse annulaire comme S3, elle est très difficile par rapport à une prothèse supra-annulaire. Et c'est à cause de ça qu'il y a peut-être cette différence entre une discordance entre la clinique et l'échographie. Bon, même il y a une discordance, je pense qu'il y a même à l'USC, il y a des médecins référents cardiologues qui se retrouvent avec des patients avec des gradients à l'écho. Ils réfèrent leurs patients à l'interventionnel structurel. Ils se retrouvent avec un cathé au CATLAB qui est normal, même au contrôle. Dans la compréhension du gradient écho-hémodynamique, il y a quelque chose qui cloche avec les prothèses intra-annulaires. Merci. Une excellente question. Je vais essayer d'arranger l'affaire pour la faire très facile. Oui, quand on fait des Sapiens 3, on prend un gradient hémodynamique, on a tous moins de 10. Mais le lendemain, il a 20. OK. C'est pour ça que j'ai attiré l'attention sur le DVI. Parce que Pibaro, quand tu lui parles, en laissant les conflits d'intérêts à part, il va te dire ben, c'est un intra-annulaire, lorsque c'est une supra-annulaire, ce n'est pas correct parce que la chambre de chasse n'est pas mesurée de la même façon. Et en fait, votre chambre de chasse de self-expendable n'est pas vraiment l'anneau. Et c'est pour cela qu'on a enlevé cette affaire de chambre de chasse et on a pris le DVI. Le DVI, il est nettement supérieur. Ça, c'est un. Deux, tu me dis, ce que je dis moi toujours à des gens qui discutent, quand tu vas me référer le patient qui va mal, tu vas me référer sur un écho et non pas sur un cathé. Donc moi, dans le heart, dans la valvular unit que tu vas m'envoyer, tu ne vas pas m'envoyer un cathé, tu vas m'envoyer un écho. Je ne vais pas mettre le patient au CATLAB. Je vais faire au patient un scan. Et je ne sais pas si c'est disponible en Tunisie ou pas, vous me corrigerez. Nous, ce qu'on fait, notre algorithme, c'est quand on a un gradient supérieur à 20, veut pas, les VARC3 l'appellent Structural Valve Dysfunction. Première chose qu'on fait dans mon centre, et il n'y a pas de science derrière, il n'y a pas beaucoup de publications derrière, on fait un scan, ce qu'on appelle un scan 4D. Donc, on cherche ce qu'on appelle les HALT, donc s'il n'y avait pas de thrombose sur le feuillet, et les HAM, qui est une réduction du mouvement. Dans mon centre, on met tous les patients qui ont du HALT sous DOAC. Est-ce que c'est remboursé par la Sécurité sociale? Non. Est-ce qu'il y a une littérature dessus? Non. Donc, on parle aux patients, on essaie de les convaincre, on dit, idéalement, on vous met sur warfarine, le Coumadin ou le Centran en Tunisie, il s'appelle toujours Centran, je n'ai pas des trous de mémoire. Et on leur dit, écoutez, c'est difficile pour vous, on vous met sous 3 mois. Et ce qu'on a vu sur les Sapiens, c'est qu'en les mettant sous DOAC, tous les patients ont eu un gradient après 3 mois inférieur à 15. Donc, si le coût est mauvaise, pourquoi elle était supérieure à 20 à la sortie et après 3 mois d'anticoagulation, elle est à 15 ou inférieure à 15? Est-ce qu'on croit l'écho après 3 mois et on ne la croit pas à 1 mois? C'est ma question. Donc, ce que je pense, si tu veux mon avis, je pense, et c'est pour cela que là, on en parlera demain, Sapiens, est-ce que vous connaissez moi, je tiens beaucoup sur l'ingénierie parce que je fais de l'invention et je suis un peu ingénieur, j'ai un core lab d'engineering. Est-ce que Edwards, quand elle a fait sa valve, elle l'a fait plus comme une valve chirurgicale? La valve chirurgicale, elle l'ouvre en triangle. Si vous prenez la résilia, les gens ils s'excitent sur la résilia pour le tissu. Moi, je m'excite sur la résilia, pas pour le tissu, pour l'opening. Comment elle s'ouvre? La résilia, elle s'ouvre en circulaire. Donc, elle va chercher toute la surface de son stent. Donc, en gros, tu gagnes 23% d'EUA avec ce mode d'ouverture. Donc, en ayant une fermeture en triangle, vous allez créer, veut pas, du vortex dans le sinus. Et si tu crées du vortex dans le sinus, tu vas créer du microtraumatisme, tu vas créer du microthrombus. Et je pense que c'est ça qui défaillit, c'est les Sapiens. Et c'est pour cela, nous, comme groupe, je dis encore, on n'a aucune donnée, on commence une étude locale, j'espère qu'elle va être positive. Toutes les petites valves, 23 et moins, on les met sous DOAC 3 mois d'emblée.
Et on a vu, depuis qu'on fait ça, on a vu que nos gradients sont nettement meilleurs pendant le suivi. Mais encore une fois, il n'y a pas de science derrière, c'est juste du, si je peux me permettre en termes de guidelines, c'est de level E, c'est opinion expert. On n'a pas de données encore. Walid, j'ai une question d'ordre pratique. D'abord, est-ce que tu extrapoles donc les résultats de l'étude SMART à d'autres systèmes comme la QRate ou l'Allegra? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que tu penses c'est le fait qu'elle soit auto-expandable ou montée sur ballon qui fait la différence, ou bien le fait que le design de la valve soit supra-annulaire, et c'est ce qui fait gagner donc, de la surface. Donc, si on a par exemple un autre système, imaginons un sur ballon, et qu'il soit supra-annulaire, je pense que ça va être peut-être intéressant. Donc, voilà. Moi, je pense que ce n'est pas tellement le supra-annulaire, pardon, c'est pas vraiment le supra-annulaire ou le intra-annulaire, c'est la hauteur des cuspes. La Corvalve, elle a des hauteurs énormes des cuspes. Ça lui joue des gros problèmes pour le TAV-INTAV dans l'avenir, parce que quand vous allez revenir, moi, je commence à voir des évolutes revenir dans mon centre à 5, 6, 7, 8 ans, et quand ils sont, le taux de rejet de faire un TAV-INTAV est de 70% à peu près, parce que vos feuillets vont devenir un stent couvert, et la néoskirt va monter très haut. Donc, tout système qui a une commissure très haute, il a une feuille qui est en parabole. Et si tu reviens au cours d'ingénierie, plus le feuille est en parabole, plus le shift stress est moindre. C'est pour cela que cette valve elle est bonne. Et cette valve va être increvable sur le plan hémodynamique, j'en ai aucun doute. Maintenant, est-ce qu'on l'extrapole à d'autres plateformes? Moi, je n'ai pas d'expérience avec l'Accurate. Je disclose mon conflit d'intérêt. Je haïs la valve. Je n'ai jamais aimé la valve. Et heureusement que je n'ai pas eu tort avec les données qui viennent d'être publiées au TCT. Par contre, la Navitor est très intéressante. Pourquoi la Navitor est intéressante? Parce que dans mon centre, on commence à en mettre plus, parce qu'on commence à traiter des patients plus jeunes. Et moi, si j'ai une anatomie petite ou calcifiée, et je ne peux pas mettre du ballon expandable, parce que j'ai peur de rupturer un anneau, et je veux réaccéder au coronaire, tant que la FX+ n'arrivera pas au marché, je suis obligé d'y aller mettre quelque chose. Je pense que vous suivez très bien les études. Et il y a une super belle étude qui a été faite par un copain au Canada qui ont pris les patients TAVI qui sont revenus dans des centres où il n'y avait pas un programme TAVI pour des STEMI ou des NSTEMI. Le taux d'incapacité de réaccéder les coronaires dans une Corvalve était de 48%. Ça, c'est aux États-Unis. Donc, ce n'est pas anodin. Le gars, il vient pour une STEMI où tu vas ouvrir la culprit très rapide et dans 48% des cas, tu n'es pas capable d'y rentrer. Donc, ça commence à nous titiller, nous, que nous allons... Là, je veux dire, moi, je reçois des consultations pour 55 ans pour les traiter en TAVI. Donc, si j'ai un 55 ans ou un 60 ans qui va venir dans ma clinique pour me dire, écoute, je veux un TAVI, mais le scan montre une pathologie calcifiée, je n'ai pas trop le choix. À moins que j'ai une FX+ qui va arriver, la Navitor commence à prendre un peu du chemin. C'est ce qu'on voit dans le marché un peu nord-américain, si je peux dire. Oui. Merci beaucoup, Dr. Benali, pour cette belle présentation et cette revue sur l'étude SMART, qui certainement va changer nos pratiques. En fait, juste pour rebondir sur la question de professeur Hajlevi, c'est sur l'Accurate Neo 2. C'est vrai, il n'y a pas d'étude randomisée, mais il y a un registre allemand, les Allemands, on sait très bien, qui mettent l'Accurate. Et ça a été bien démontré que si on traite des patients avec des petits anneaux, les deux valves qui réduisent le plus le ppm, le sévère ppm, c'est l'Accurate Neo 2, effectivement, et l'Evolute, déjà avant l'étude SMART. Sinon, j'ai deux questions pour toi, Walid. La première question, est-ce que l'étude SMART va changer vraiment vos pratiques? C'est-à-dire, est-ce que vous allez mettre des valves Evolute pour tous les patients avec un anneau moins de 430 mm² au scanner? Et la deuxième question, est-ce que si on va faire une extrapolation aux données de la chirurgie, parce qu'on sait très bien qu'avec les bioprothèses chirurgicales, que le ppm post-chirurgie, que les gradients élevés post-bioprothèse chirurgicale augmentent la mortalité dans le suivi, réduisent la durabilité de la valve. Est-ce que si on va prendre ces données de la chirurgie et on va les extrapoler à l'étude SMART, est-ce qu'a priori, après 5 ans, tu prévois une mortalité qui est un peu abaissée ou une durabilité qui est un peu abaissée par rapport à la valve montée sur ballon? Merci. Merci pour les questions. Pour la première, moi, je n'ai pas de valve qui traite tout le monde. Ce n'est pas dans ma tête. Je suis un gars qui
regarde beaucoup l'imagerie, j'y crois à l'imagerie beaucoup, et je fais de l'intelligence artificielle sur l'imagerie. C'est pour cela que je pense que l'imageur, et je ne vais plus parler d'échographiste, de radiologue pour le scan. Moi, je parle toujours dans mon équipe de structural imager. Donc ça, c'est un groupe. C'est un groupe d'échographistes, c'est un groupe, et qui sont décideurs. Moi, je peux te dire que les gens qui ont le plus de voix dans le heart team, c'est les imagers. C'est eux qui parlent le plus, c'est eux qui disent, lui, on lui fait, lui, on ne le fait pas. Donc, moi, je pense que vous devez utiliser le scan au-delà du mesure. Ce que je suis en train de voir beaucoup dans les pays où j'y vais, comme le Mexique, Amérique latine, les gens qui commencent des programmes, ils vont beaucoup voir le scan comme un outil de mesure pour savoir c'est quoi la taille de la valve qu'il faut mettre. C'est pas ça. Le scan, il peut te planifier de A jusqu'à Z. Moi, quand je vois un scan, je peux te dire que je vais finir à 10 mm de profondeur, je peux finir à 20 mm de profondeur, elle va être ci, elle va être ça, c'est quoi l'angle. Il y a beaucoup de choses à voir. Donc, pour ta première question, je ne pense pas qu'il y a une valve qui va tout changer. Et comme je te dis, avec la Resilia, je suis agréablement surpris. Avec la Navitor, je suis agréablement surpris en termes de gradient, parce que je m'attendais à une valve intra-annulaire. Après, tout ça, malheureusement, c'est des générations qui arrivent, hein, parce que la Resilia, elle arrive, dans 2 ans, ils vont arriver avec la X4, dans 3 ans, ils vont arriver avec je ne sais pas quoi, et on n'a jamais eu de follow-up très long pour dire est-ce que la valve est bonne ou pas. On embarque, c'est la même chose que les clips, tu as Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4, et là, le Gen 5 arrive bientôt, il n'y a jamais de suivi. Pour ta deuxième question, est-ce qu'il y aura... oui, la chirurgie a montré que les ppm impactent la survie à 7 ans, pas moi. Moi, dans une étude sur France TAVI, on a vu que le ppm sur le TAVI impacte la survie à 3 ans. À 3 ans, il y avait déjà un impact. Mais il y a des études qui montrent le contraire. Donc, on va attendre SMART. SMART a été bien faite avec un super beau design. Et la beauté aussi, c'est un core lab. Toutes les études que tu vois, tu as cité un registre. Il faut faire attention au registre. L'échographie n'est pas faite par la même personne. Et si tu vois des registres américains, il y a des échographies qui sont faites par des JP, même pas par un échographiste. C'est un médecin généraliste qui est au fin fond du trou de la brousse américaine qui va faire une écho, il va t'envoyer les résultats. Et il va te dire que c'est un registre. Le registre, il faut faire très attention. Tant qu'il n'y a pas de core lab adjudication, il n'y a pas le même gars qui va lire toutes les échos avec la même approche, le même algorithme, la même façon de faire, je reste très, très sceptique. Je crois aux études, je crois au core lab adjudication. Merci Walid pour cette revue de l'étude SMART. Merci Leila Abid de nous avoir rejoints. À la fin, certes, mais tu es toujours la bienvenue. On arrive à la fin de cette session. Donc, merci beaucoup pour la présence. Je vous remercie.